Alors bonjour à tous sur la chaîne du Plaisantin. Aujourd'hui, je vous propose un épisode un petit peu particulier. J'ai un souci sur ma voiture du quotidien. Cette voiture, il s'agit d'une BMW 740i de 2009. C'est donc une F01. À l'heure actuelle, elle a environ 130 000 km. Alors le souci, c'est que même quand elle est froide, après l'avoir démarré même pas une minute, eh bien, le ventilateur de radiateur se met en marche à fond de façon très bruyante. Oula, 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 oula. Et puis, après avoir roulé une vingtaine de minutes, j'ai le témoin de surchauffe moteur qui se met en marche. C'est la mer Noire. Oui. La première chose que j'ai fait, c'est la laisser refroidir. Et puis ensuite, j'ai vérifié qu'il y avait assez de liquide de refroidissement dans le circuit. Et il y en avait assez. Alors, j'ai fait la pointe, mais à peine 1 demi-litre. Donc, c'est une bonne nouvelle, ça veut dire qu'il y a du liquide de refroidissement et qu'il n'y a donc pas de fuite puisque le liquide est bien là. Fini la peur de la fuite. Mais alors s'il y a du liquide de refroidissement, pourquoi chauffe-t-elle? Elle est chaude comme une baraque à frites. Eh bien de là j'en déduis que le circuit, le liquide circule mal dans le circuit et donc moi je pencherai pour la pompe à eau. Je pense qu'il y a aussi un deuxième problème. Pourquoi le ventilateur du radiateur se met en marche à fond alors que la voiture est froide? Peut-être qu'il y a une sonde de température près du radiateur qui détecte mal le fait que la voiture soit froide. Bon alors évidemment, j'ai contacté mon garagiste habituel qui fait la maintenance de cette voiture. Il m'a répondu ne pas pouvoir faire parce que là, il s'agissait pas d'une maintenance habituelle, mais vraiment d'un remplacement de pièces pour une panne un peu exceptionnelle, et qu'il n'avait pas la valise qui permettait de réinitialiser le changement de pièces type pompe à eau par exemple. Il m'a conseillé un autre garage, et cet autre garage, eh ben, il y avait 2 mois d'attente. Je me suis dit bon bah donc je vais contacter directement le concessionnaire BMW à côté de chez moi. Bah déjà il y avait 1 mois d'attente là aussi. Et puis en plus de ça, ça coûte une fortune le concessionnaire BM. Rien que le passage à la valise chez BMW, c'est facturé 280 €. C'est l'or. Je me suis donc dit que j'allais m'en occuper moi-même. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Alors j'ai commencé par me renseigner sur Internet. J'ai regardé les forums BMW et il s'avère que pour ce moteur-là, la pompe à eau, c'est un point faible. Alors ce moteur, c'est un N54 B30. Il équipait les BMW en 35i et 40i autour des années 2010. J'ai trouvé aussi des vidéos YouTube qui indiquent comment accéder au menu caché de ces BMW, notamment la température d'eau, chose qui n'est pas indiquée sur le tableau de bord. Je vous mets en description un lien pour une vidéo qui permet d'accéder au menu caché. Alors en parcourant les vidéos sur YouTube, j'ai trouvé une méthode pour savoir si la pompe à liquide de refroidissement fonctionne ou pas. Il suffit de mettre le contact sans démarrer le moteur. Ensuite, vous mettez la température de la climatisation au plus chaud, mais vous mettez la ventilation de la climatisation au plus faible. Il faut qu'il y ait juste un filet d'air. Et normalement, ça doit forcer la pompe à liquide de refroidissement à se mettre en marche. On doit l'entendre se déclencher. Une fois que vous avez fait ça, vous ouvrez le capot et vous ouvrez le bouchon du vase d'expansion. Et il doit y avoir normalement un petit jet de liquide de refroidissement qui doit arriver dans le vase d'expansion. Si vous ne voyez pas ce jet, c'est que la pompe, en fait, fait pas son boulot. Bon, évidemment, vous imaginez bien, j'ai essayé, et il s'avère qu'il n'y avait aucun petit jet dans le vase d'expansion. Donc, ça fait que confirmer que, a priori, c'est bien la pompe de liquide de refroidissement qui fait pas son boulot. J'ai vu aussi des vidéos YouTube où les gens remplaçaient leur pompe à eau sur ce moteur assez facilement chez eux, et ce sans utiliser de valise. Donc bon, je me dis que je vais pouvoir le faire moi-même. Maintenant, j'ai quand même voulu assurer le coup, et donc j'ai commandé une valise sur Internet. Je vous propose de découvrir ça tout de suite. Alors voici le colis. Il y a la valise que j'ai commandée directement chez iCarsoft.
Donc on va aller chercher des outils pour ouvrir ce colis. Super! Et voilà. Bon alors qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? On va regarder ça. Donc déjà il y a un adaptateur. Et puis évidemment il y a la fameuse valise. Donc voilà, Icarsoft, la CR Max. Donc on va voir tout de suite ce que ça va donner. Est-ce que je vais pouvoir lire tous les codes erreurs sur ma BMW? Est-ce que je vais pouvoir réinitialiser les pièces que je vais commander? Est-ce que je vais pouvoir confirmer que c'est bien la pompe à eau et un éventuel thermostat de radiateur qui sont défectueux? On va voir ça dans la suite de cette vidéo. Alors dans la valise, qu'est-ce qu'il y a? Bon déjà, il y a la petite décoration là, on va pouvoir l'enlever. Alors pour information, cette valise, elle m'a coûté 350 € directement sur le site d'Icarsoft. Je vous mets le lien en description. Quand on voit qu'un passage à la valise chez BMW s'est facturé 280 €, franchement on se dit que ça vaut le coup. Alors il y a des valises premier prix à 150 balles, et puis il y a des valises qui vont à plus de 3000 €. Donc je me suis dit qu'en prenant ce milieu de gamme, j'étais pas mal. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il y a dedans? Ok. Donc là, il y a des câbles. Là, il y a des notices. Donc, manuel d'utilisation. Et puis un autre manuel, donc on verra bien. Il y a une petite protection pour l'écran. Et puis évidemment, la valise. Alors là, je vois qu'il y a des branchements. Et puis ici, on a un petit support pour la mettre pour la reposer comme ça. Évidemment, on va avoir besoin des câbles pour la brancher sur la voiture. Alors, quels câbles nous sont fournis? T'es épais comme un câble de frein. Alors, on a un USB comme ça. On a le chargeur qui vient avec l'USB. Et puis, on a le câble OBD d'un côté et qui vient ici sur la tablette, ici. D'accord? Alors, pour ce qui est des deux manuels qui étaient dans l'emballage Icarsoft, en fait, ce sont exactement les deux mêmes manuels, sauf qu'il y en a un en anglais et un en français. Et pour ce qui est des deux câbles OBD, eh bien en fait, je suis pas sûr que celui-là soit un adaptateur. Pour moi, c'est une simple rallonge qui va sur celui-là, puisqu'en fait, ces deux prises-là se branchent très bien sur ma voiture. Le fil vert sur le bouton vert, le fil rouge sur le bouton. Alors évidemment, on peut se demander où se trouve la prise OBD sur une telle voiture. Et je vous montre ça tout de suite. Alors là, on est sous le tableau de bord, côté conducteur. Vous voyez le volant. Et donc, la prise OBD, eh bien, elle est ici. Voilà, vous avez un petit cache ici à ouvrir. Et en fait, la prise, elle est juste là, juste en dessous du volant. Voilà. Donc pour l'instant, on va dire que c'est bon. Et puis on va la brancher à la voiture. Donc évidemment, cette prise-là, elle va aller ici.
Et ensuite, on va aller brancher ça dans la titine. Donc ensuite, il faut mettre le contact sur la voiture. Donc, une fois que vous avez mis le contact, vous allez dans Diagnostic. Là, vous choisissez donc la marque de votre voiture, donc BMW. Et puis ici, Identification du NIF. Là, soit vous pouvez taper le numéro de série, soit vous lui demandez de le lire. Et il le trouve tout de suite. C'est le bon, on met OK. Et puis là, il va pouvoir lire ce que c'est comme voiture. Il m'a trouvé le numéro de série, le numéro VIN. Il me dit c'est une boîte auto, c'est une berline. Il me dit c'est la version F01. C'est une propulsion, évidemment, hein, c'est une BMW. Il me dit c'est une 740i, le moteur c'est un N54, etc., etc. Donc il a bien trouvé la bonne voiture. Bon, alors maintenant qu'il a reconnu la voiture, je vais sur OK. Et là, j'ai plusieurs choses. Analyse automatique, unité de contrôle et puis service. Donc je propose d'aller dans analyse automatique. Et là, eh bien, il me met, il fait plein de vérifications. Et soit les vérifications ont le statut réussi, soit elles ont le statut défaut. Et donc là, j'ai plein de défauts qui apparaissent. DME, électronique numérique du moteur. Ça, c'est intéressant. Il y a 3 défauts. Et donc là, je clique dessus et je peux soit avoir les informations sur le module. Il me dit par exemple qu'il a été produit donc en 2009 et que le fournisseur c'est Siemens. Si je vais dans lire les codes erreurs, et donc j'ai 3 codes erreurs. Le premier, électronique du moteur. Le deuxième, circuit de refroidissement du moteur. Ça m'intéresse. Coupure de la pompe à liquide de refroidissement en raison d'un blocage. Et ensuite, j'ai un autre code. Le régime du moteur de la pompe à liquide de refroidissement est hors tolérance. Donc, ça se confirmerait que ce soit bien la pompe de liquide de refroidissement. Alors, sur cette voiture, au passage, la pompe de liquide de refroidissement, en fait, elle est ici. Tout au fond, là. Vous la voyez, en fait, elle est là. Voilà. Donc voilà, la valise semble confirmer les symptômes que j'ai pu remarquer. Donc ça fait que confirmer qu'il faut changer la pompe à eau. Et pour faire ça, la pompe à eau, elle est sous la voiture. Il faut donc soulever la voiture. Hop! Bon alors comme ça a l'air facile, hein, mais en fait, c'est pas si facile. Bon alors il faut sortir quelques outils maintenant. Bon c'est parti, on va démonter la pompe à eau. Bon alors voilà le dessous de la voiture, donc la pompe à eau elle se situe ici à peu près. Évidemment c'est tout cartérisé, donc il va falloir déjà commencer par démonter ce grand carter. Donc voilà, c'est parti. Ah voilà, change pas de main, je sens que ça vient. Et voilà, on y est. Voilà la pompe à eau, elle est ici. Vous voyez? Là, c'est le ventilateur de radiateur. Ici, c'est la barre stabilisatrice. Ça, c'est la pompe à eau. Ici. Ça, c'est la pompe à eau, là. Voilà, vous avez la crémaillère de direction ici. Donc, évidemment, la barre stabilisatrice, ça va nous embêter un peu, là, pour sortir la pompe à eau. On va peut-être devoir la démonter. Même si ça me réjouit pas beaucoup. Pour pouvoir accéder à la pompe à eau qui est juste ici, il faut enlever la barre stabilisatrice, là, qui va nous gêner.
pour avoir de l'accès. Donc elle est tenue par deux grosses vis, c'est des douilles de 14. Elles sont serrées assez fort. Et en fait, avec ma petite clé, j'ai eu bien du mal à les enlever. Donc j'ai dû utiliser une longue tige que je vais mettre dans la clé pour avoir assez de couple. Mais ça veut dire aussi que je connais pas trop le couple de serrage de ces vis. Donc quand je vais les remonter, je vais serrer le couple un peu au petit bonheur la chance. Alors je sais qu'avec cet outillage-là, il faut que je mette à peu près toute ma force pour pouvoir les serrer. Donc ça me donne une idée du couple de serrage de ces vis. Et maintenant que j'ai retiré la barre stab, enfin, je l'ai desserré de ses brides, j'ai ici maintenant assez d'espace là pour pouvoir faire passer la pompe ici. Voilà, donc maintenant il faut sortir ça. Elle bouge, et ça c'est une bonne nouvelle. La vis du haut elle est quand même compliquée à enlever. Difficile de mettre les mains là-dedans. C'est très serré. Ça y est, j'ai réussi à avoir la troisième et dernière vis qui tient la pompe. Celle qui est là en haut. Elle est vraiment pas facile d'accès. Ça m'a pris du temps, mais voilà, la pompe est accrochée juste par sa durite et par le contacteur électrique. Et voilà, j'ai enlevé le contacteur électrique, les deux durites, et maintenant on peut sortir la pompe. Coincée par la barre stab. Voilà. Super. Alors voilà l'engin. Ici on a le contacteur électrique. Et puis là on a les deux durites qui arrivent. Et ce qui se passe en général, c'est que l'hélice là, eh bien, elle est cassée et elle tourne plus avec l'axe. Et là, ça n'a pas l'air d'être le cas. Là, quand je la fais tourner, eh bien, elle a l'air de tourner avec l'axe. Par contre, elle est très dure. Donc, peut-être qu'en fait, elle est bloquée, tout simplement. Alors voilà, j'ai reçu la nouvelle pompe à eau. Commandé 360 € sur le site Autodoc. Maintenant, il faut trouver des outils pour l'ouvrir. Bon, alors qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Carton. Ben voilà. Bon, faut encore trouver des outils pour l'ouvrir. Bon alors. Ok. Une notice. Ah tiens, ça c'est pratique. Bon, elle est en allemand. Ah, pas besoin d'outils cette fois-ci. Ok. Des vis neuves, ça c'est bien. Et la pompe.
Alors j'ai choisi cette pompe de la marque Pierburg parce qu'en fait l'original c'est une Siemens ou une Continental et elle se trouve environ à 600 € sur internet, donc j'imagine autour de 800 € chez BMW. Celle-là, elle ne coûte que autour de 360 €. Et pour autant, elle est vraiment plébiscitée sur internet parce qu'en fait toute cette partie-là est métallique. Là où sur celle d'origine, cette partie-là est plastique. Donc a priori, elle est plus solide, mais elle correspond tout à fait à cette pompe-là. Alors je joue un peu au jeu des 7 différences entre ces deux pompes. Bon, outre cette partie-là qui est métallique sur la pompe Pierburg, on voit qu'ici, là, il y a cette zone-là qui est beaucoup plus importante. Ce qui fait que cette vis-là, qui déjà était difficile d'accès sur cette pompe au démontage, et ben là, elle sera encore plus difficile d'accès au remontage. Bon, dommage. Ce qu'on remarque aussi, c'est que sur la pompe d'origine, les vis sont montées sur des petits Silent Blocks. Ça, c'est bien. Et sur cette pompe-là, bah, il n'y a pas les Silent Blocks. Ça, c'est dommage. Bon. Sinon, l'hélice à l'intérieur, il semblerait que ce soit une hélice plastique, comme la pompe d'origine. Voilà, au niveau du branchement, ça a vraiment le même aspect. Donc il y a les 4 cosses. Alors, on va passer au montage. Voilà. Donc ça se met à peu près comme ça. Voilà. Voilà, donc ça se met comme ça. Alors, j'ai remis la prise. Maintenant, on va remettre la masse. Donc ça, c'est censé se mettre sur un petit renfort. C'est censé s'ouvrir, c'est juste un petit clip. En fait, ça s'ouvre pas du tout. Voilà. Maintenant, on va pouvoir rebrancher la masse. La masse, c'est ce fil-là. Et ça vient sur la vis qui est ici. Voilà. Le fil rouge sur le bouton blanc, le fil vert sur le bouton bleu. Ensuite, il y a encore la durite qui arrive au niveau de la turbine de la pompe à mettre. Il faut remettre le petit collier d'abord qui va bien d'ailleurs. Voilà, tout est rebranché, les durites, le contacteur électrique, la masse. Maintenant, il faut accrocher la pompe à son support. Et donc là, on va utiliser les 3 nouvelles vis qui sont données. La notice indique qu'il faut bien utiliser ces 3 nouvelles vis. Alors, c'est des vis en acier 8-8. Et le couple de serrage est de 10 Nm. Alors, pour les 2 vis du bas, il n'y a pas vraiment de difficulté, puisqu'elles sont très faciles d'accès. Alors, pour cette vis-là, on va être gêné par le câble. Non, ça a l'air de passer. Bon, je serrerai ces vis-là au couple un peu plus tard. Pour l'instant, j'ai essayé d'aller mettre la vis qui est tout en haut. Celle-là, elle est beaucoup plus compliquée d'accès. Alors, j'ai finalement réussi à m'en sortir de la vis qui est en haut en faisant vraiment une odieuse bidouille. Alors déjà, j'ai démonté les 2 vis du bas pour laisser ma pompe plus libre parce que j'arrivais pas à mettre la vis du haut en face de son filetage. Et puis après, j'ai pris toutes les rallonges que j'avais, dont une rallonge assez souple pour lui donner de l'angle, et je l'ai fait passer par un petit trou qui est dans le châssis ici, pour arriver à peu près en face de la tête de vis. Et là, bah, ça fonctionne. Alors j'ai sorti ma clé dynamométrique réglée à 10 Nm. Pour les visser la vis d'en haut, je vais devoir faire la même astuce, c'est-à-dire passer toutes mes rallonges possibles par ce petit trou de châssis que j'avais trouvé tout à l'heure, qui est ici. Donc voilà, la pompe à eau est en place. J'ai pu mettre les 3 vis, dont la vis du dessus qui est assez compliquée. Les vis sont serrées à 10 Nm de coupe, comme indiqué dans la notice de la pompe Pierburg. Les 2 durites sont en place, le branchement est en place. Maintenant, il va falloir remettre du liquide de refroidissement, puisque quand j'ai enlevé la pompe, évidemment, tout le liquide de refroidissement a coulé.
J'aurais pu opter pour du liquide de refroidissement classique comme celui-là, mais en fait, BMW préconise leur propre liquide de refroidissement. Et donc, j'ai voulu faire les choses bien, j'ai pris le liquide de refroidissement propre à BMW. Ça se présente comme ça. C'est du liquide de refroidissement concentré. Il faut le diluer dans de l'eau. De l'eau? Comme dans les toilettes? Moi, je conseille d'utiliser de l'eau déminéralisée, comme ça on est sûr de ne faire rentrer aucune saleté dans le circuit de refroidissement. La dilution se fait normalement 50-50, ce qui permet d'atteindre des températures de moins 40. On va pouvoir ici, comme il fait rarement moins 40 chez nous, on va pouvoir mettre plus d'eau déminéralisée. Donc pour 3 litres de produits comme ça, je vais mettre 5 litres d'eau déminéralisée, qui va porter en tout à 8 litres de liquide de refroidissement. Et 8 litres, c'est à peu près la contenance de ce circuit de refroidissement. Alors le remplissage pour le liquide de refroidissement est ici. C'est en fait le vase d'expansion du circuit de refroidissement. Donc on va pouvoir commencer à verser nos produits. Je vérifie sous la voiture s'il n'y a rien qui coule. Ça a l'air d'être bon. Bon bah je suis loin des 8 litres et pourtant ça s'écoule plus du vase d'expansion. Ça veut dire qu'il va peut-être falloir faire tourner la pompe pour que ça fasse circuler le liquide de refroidissement dans le circuit et puis pour que ça chasse l'air. Bref, faut peut-être purger le circuit de refroidissement. Alors pour purger le circuit de refroidissement, c'est la même méthode que pour savoir si la pompe se met en route ou pas. On met le contact sans démarrer le moteur. On met la ventilation à la température la plus élevée, mais je dirais au flot d'air le plus bas possible. Et on appuie sur l'accélérateur entre 10 et 15 secondes en continu. Et normalement, la pompe doit se mettre en marche, on doit l'entendre. Alors la pompe de liquide de refroidissement s'est bien mise en marche. Parce qu'on voit bien un petit jet ici, là. Chose que j'avais pas du tout avant de régler ma panne. Donc ça, c'est vraiment très bon signe. Je viens de démarrer le moteur depuis 2-3 minutes et les ventilateurs ne se sont toujours pas mis en marche. Donc c'est très bon signe. Il semblerait que le défaut de surchauffe soit réglé. Je n'ai même pas eu à sortir la valise pour réinitialiser quoi que ce soit. Le simple fait de brancher la nouvelle pompe et il semblerait que la voiture ait reconnu que la pompe fonctionne. Alors malgré les signes très encourageants, j'ai quand même voulu aller regarder ce qui se passe sur la tablette. Donc les messages d'erreur vus avant la panne sont toujours là. Je l'ai forcé la tablette à effacer ces messages. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais démarrer le moteur de la voiture pour recharger un peu sa batterie. Et puis ensuite, je vais rebrancher la tablette et voir si les messages d'erreur réapparaissent. Alors le moteur de la voiture est en marche depuis 2-3 minutes. Les ventilateurs se sont toujours pas mis en marche. Par contre, je suis allé dans les menus cachés grâce au bouton là qui est sur le bord du tableau de bord. Et on voit la température d'eau là, coolant temp, 65. On va pouvoir vérifier comme ça qu'elle monte, mais qu'elle monte pas trop. Ce serait bien qu'elle dépasse pas les 95 ou 100 degrés. Bon alors j'ai laissé tourner le moteur pendant environ 10-15 minutes. De temps en temps j'ai mis un petit peu de gaz pour faire monter un peu dans les tours. Le coolant temp, donc la température d'eau, est montée jusqu'à 97. Et à ce niveau-là, en fait, elle n'arrivait pas à monter plus haut, ce qui est très bon signe. La voiture devait se réguler, devait démarrer la pompe, enfin faire ce qu'il faut pour refroidir le moteur. Et donc elle n'a jamais dépassé 97. Et puis ensuite, j'ai éteint le moteur, j'ai rebranché la valise et donc je suis retourné voir les diagnostics et les deux messages que j'avais sur la pompe à eau, les deux messages d'erreur ont bien disparu. Donc ça, c'est encore très bon signe. Je pense que le problème est réglé. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais laisser refroidir la voiture. Je vais pendant ce temps-là en profiter pour remonter la barre stabilisatrice, remonter le carter moteur. Et puis, puisque je suis en dessous de la voiture, je vais en profiter pour faire la vidange.
Alors souvenez-vous, quand j'ai démonté cette barre stabilisatrice, j'ai dit ne pas connaître le couple de serrage de ces vis. Par contre, j'avais remarqué que pour les desserrer, eh bien, il fallait que j'utilise cette longue tige. Donc je vais donc utiliser ici le même outillage pour les resserrer, en espérant avoir à peu près le même couple que ce qui était prévu à l'origine. Voilà, il n'y a plus qu'à faire la même chose de l'autre côté. Alors pour ce qui est de la vidange, BMW préconise de les faire tous les 30 000 km. Moi je préfère les faire tous les 15 à 20 000 pour être tranquille. En plus, sur les BMW, c'est très facile à faire, donc autant pas se priver. Le filtre à huile, il est accessible sur le haut du moteur, c'est un petit capot rond à dévisser. Je vous conseille de prendre une pince un peu comme celle-là, qui permet d'agripper ce bouchon. Ensuite, le filtre à huile se présente comme ça, c'est un filtre papier directement. Et avec, vous avez tous les joints qui vont bien. Les joints au niveau du filtre à huile, du petit capot rond. Mais vous avez aussi le joint en cuivre pour mettre au niveau du bouchon de vidange sous le moteur. Pour ce qui est de l'huile, BMW préconise de prendre de la Castrol. Bah oui, parce qu'avec Castrol, on s'envole. Et avec Motul, on... Bref. BMW préconise aussi de prendre de la 5W30. Alors moi, j'ai pris de la 530 chez Elf. J'ai pas pris Castrol parce que celle-là est un peu moins chère. Et en fait, elle va très bien. J'ai toujours mis ça dans mes BMW. J'ai jamais eu de soucis. J'en ai pris 8 litres parce qu'en fait, la contenance en huile de ce moteur est donnée pour 7,5 litres. Vous avez une petite trappe sous la voiture. Alors avec une douille de 8, vous enlevez cette petite vis qui sert de verrou. Voilà. Ensuite, on peut faire tourner cette trappe. Voilà. Et puis ensuite, la trappe, elle vient toute seule. Voilà. Et là, vous avez votre bouchon de vidange sous le moteur. C'est une douille de 17. Alors, en dessous, moi, j'ai mis un bac récupérateur exprès pour. Voilà, on va essayer de récupérer la vis. Et donc voilà, j'ai remis la nouvelle huile. Ma vidange est donc terminée. Si vous souhaitez un tuto plus détaillé sur une vidange d'huile moteur, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Pour ce qui est de mon problème de surchauffe, eh bien, le remplacement de la pompe à eau a suffi normalement. Ça aura coûté juste environ 360 € pour cette nouvelle pompe à eau. L'achat de la valise n'était pas obligatoire, c'était juste pour me rassurer. Mais en fait, mon diagnostic était bon sans valise. Il n'y a pas obligation d'utiliser une valise pour réinitialiser le changement de pompe à eau. De là, je me dis qu'en fait, mon garagiste avait juste pas envie de s'occuper de cette panne. Ah, il y a des vedettes, Parce qu'en fait, c'est pas très compliqué à régler soi-même. Bon, j'ai éteint le moteur il y a une bonne heure, le temps de faire ma vidange, de remettre la barre stab et puis de remettre le carter du fond moteur. Donc, elle est maintenant, la voiture est froide. Je vais pouvoir ouvrir le vase d'expansion pour faire le niveau de liquide de refroidissement, voir s'il en manque pas un peu. Parce que s'il en manquait en fait significativement, ce serait vraiment une catastrophe. C'est une catastrophe. Bon alors voilà, je suis allé rouler pendant une petite heure et on voit que la température d'eau, le coolant temp, eh bien il dépasse jamais 98 ou 99 degrés, il se régule tout seul et ça c'est très bon signe. Donc je pense que la panne est réglée. C'est gagné! Yeah! Yes, we did it! Bon donc voilà, la voiture est réparée, c'était bien la pompe à eau, tout va bien. Donc je pense qu'on peut clore cet épisode. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne du Plaisantin. Si vous souhaitez d'autres tutos mécaniques, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Sinon il y aura toujours des essais, des épisodes sur la culture automobile, sur l'histoire de marques automobiles. Voilà, n'hésitez pas, abonnez-vous.